Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass. Je m'appelle Thomas Launay, je suis chargé de mission développement durable chez BPI France. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet des labels RSE. Alors pourquoi les labels RSE? Commençons par une rapide observation. Sur 4 millions d'entreprises, environ 800 sont labellisées. Même si les PME y sont largement représentés, ça ne représente que 2% des entreprises. Pourtant, comme l'a dit Olivier Grégoire, la France est une locomotive en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Alors pourquoi on a ce constat? Pourquoi que 2% des entreprises sont labellisées alors qu'elles sont bien plus à posséder une démarche RSE? Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a une multiplication des labels RSE ces dernières années. Et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question maintenant, comment s'y retrouver dans cette jungle de labels RSE? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Sylvain Lambert, associé et co-responsable des activités de conseil en développement durable chez Pricewaterhouse Consulting France et Maghreb. Bonjour Sylvain. Eh ben écoute, bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous, et heureux de participer à cet échange qui va être riche, je n'en doute pas. Merci Sylvain, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de venir ici nous faire part de ton expertise et de ton expérience. J'ai envie de commencer tout simplement cette masterclass. Est-ce que tu peux nous dire à peu près qu'est-ce qu'un label RSE? Alors je me suis livré, bien avec plaisir, je me suis livré un petit exercice, alors vous inquiétez pas, vous voyez que je pianote sur mon smartphone, c'est pas parce que je suis en train d'envoyer des textos en même temps. J'ai regardé le dictionnaire. Et le Larousse nous dit d'abord sur le sujet du label. Qu'est-ce que c'est qu'un label? Alors c'est une étiquette ou une marque spéciale créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit destiné à la vente pour en certifier l'origine, en garantir la qualité et la conformité avec les normes de fabrication. Oui, je jette mon smartphone. Donc en gros, à l'origine, un label, c'est destiné vraiment à la commercialisation d'un produit pour en attester des qualités qui ont été définies par un référentiel. Donc aujourd'hui, par extension, on parlait d'entreprise, là on a étendu la dimension produit, et quand on parlera des labels, on a effectivement des labels de produits, des labels de process, et des labels d'entreprise de comportement. Et bien sûr, la RSE, et je pense que tu l'as dit en introduction, donne l'opportunité, en tous les cas, des entreprises d'être reconnues sur ces sujets. Et la recherche de reconnaissance, on y reviendra pendant la discussion, est un grand sujet. Donc un label RSE, c'est, si on en suit cette définition et qu'on regarde la réalité, c'est une reconnaissance par un standard, par une marque, qui va être apposée ou utilisé par la personne qui détient ce label, l'entreprise, pour elle-même ou pour ses produits, et qui est basé donc sur un référentiel qui sera d'une qualité et d'une gouvernance plus ou moins solide, mais on y reviendra. En tous les cas, le label RSE, c'est la reconnaissance d'une démarche RSE pour une entreprise ou de qualité RSE pour un produit ou un service. Ok, merci beaucoup pour cette définition. Alors c'est vrai qu'en tant qu'expert du conseil en développement durable et en RSE, maintenant le panorama des labels RSE a beaucoup évolué ces dernières années. Et comment maintenant tu l'appréhendes? Comment tu arrives justement à t'y retrouver un peu? Je pense que comme beaucoup, on s'y perd, puisqu'on le disait, on a des labels d'entreprise, des labels de produits, des labels de services, des labels de process, je l'évoquais, et le terme souvent jungle des labels est employé, hein, tu l'as dit, donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre, et surtout quand on a un besoin? C'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on veut labelliser, ou qu'est-ce que, derrière le mot labelliser, qu'est-ce qu'on veut faire reconnaître. Est-ce que je veux que mon entreprise soit reconnue? Est-ce que c'est un produit que je promeus ou un service? Ou est-ce que je vais expliquer que mes activités ou tel process est reconnu? Et puis, par extension, derrière label, on met beaucoup de choses. On peut mettre une certification. On peut penser à une certification ISO, par exemple en environnement l'ISO 14001, qui est un processus de management au niveau, je dirais, de la qualité environnementale d'une activité. On peut donc, c'est pas un label au sens de la définition, mais on peut l'utiliser. Il y a des gens qui mettent des notes, par exemple, dans la relation client-fournisseur. On connaît tous la plateforme Ecovadis qui met une note aux fournisseurs dans leur relation client-fournisseur. Certains finissent par parler de labellisation parce que cette note peut se traduire par une sorte de reconnaissance. Je suis bronze, je suis argent, platinium, silver, enfin ce qu'on veut. Dire, effectivement, c'est une forme de labellisation. Il y a toutes sortes d'instances. Il y a des fédérations professionnelles qui peuvent vouloir faire reconnaître les meilleurs d'entre eux. Ça peut exister, y compris dans le monde de l'artisanat, hein, au niveau des plombiers, au niveau des électriciens. Ce peut être aussi des regroupements des associations, par exemple au niveau de groupes de PME, de groupes de TI ou de fédérations qui vont dire, voilà, dans notre univers, dans l'agroalimentaire,
l'alimentaire, dans le textile. On va créer notre label RSE avec un cahier des charges qui va être propre aux enjeux de la profession pour distinguer ceux qui le souhaitent, les meilleurs d'entre nous sur ces questions-là. Il y a même des sociétés privées qui en font commerce et on pourra d'ailleurs questionner non pas le fond, parce que c'est pas parce que c'est une société privée, en général des agences de conseil, que c'est de mauvaise qualité. Par contre, la gouvernance et le fait que, est-ce que si je prends un label qui est complètement privé, qui est un produit commercial, est-ce que c'est vraiment le bon choix pour me faire reconnaître? Et puis jusqu'à l'État. L'État dans toutes ses dimensions, peut-être les régions, l'État, la Commission européenne, qui sur certains sujets, on y reviendra peut-être aussi, ont développé des labels avec une gouvernance publique, extrêmement solide et contraignante. Donc on a un univers extrêmement large. Et je pense que la première chose sur laquelle réfléchir quand on se pose la question des labels, c'est cette reconnaissance que je cherche au travers du label. Je la cherche vis-à-vis de qui? Est-ce qu'elle est institutionnelle? Est-ce qu'elle est vis-à-vis de mes clients? Éventuellement vis-à-vis de mes investisseurs? Vis-à-vis de la société civile? Ou est-ce que c'est vraiment une reconnaissance large bande? Merci beaucoup pour ce panorama. Et alors effectivement, comme tu le dis, on a vraiment des labels de tous horizons, que ce soit des notations avec EcoVadis, comme tu l'as précisé, ou des labels d'État. Et comment tu arrives à faire le tri dans cette jungle? Comment tu arrives justement à les trier quand, par exemple, tu vas aider une entreprise à accompagner vers une démarche de labellisation? Alors, premier point, c'est ce que je disais juste avant, c'est quel est le besoin de l'entreprise, la cible en termes de reconnaissance, puisque si je veux communiquer sur mon produit, par exemple, un label de type, un label, une certification, on va prendre un cas simple. J'ai une démarche environnementale sur mes activités industrielles, par exemple, et je suis certifié ISO 14001. Donc j'ai un certificat ISO 14001 qui est d'ailleurs associé avec un logo, donc je peux presque le dire. Est-ce que ça peut avoir de l'intérêt pour mes clients de leur dire que le produit qu'ils vont acheter, issu de mes process, est issu de process certifiés ISO 14001? Dans certains domaines d'activité, dans l'automobile, à une époque, des labels de constructeurs ont été créés, notamment de constructeurs français, disant voilà, le véhicule que vous achetez, à la fois respecte un certain nombre de standards en matière d'émissions de CO2 et est issu d'usines qui sont toutes certifiées ISO 14001. Mais effectivement, là, on comprend que pour employer un terme qui, dans un univers très consommateur, ISO 14001, c'est un peu technique. Donc, il faut utiliser parfois un métalabel, c'est-à-dire que je vais construire mon information client, parce que mon client est un consommateur très large à l'industrie automobile, donc c'est les clients, c'est la femme et l'homme de la rue, enfin c'est à peu près tout le monde, qui va peut-être pas entendre ce que veut dire ISO 14001. Donc je vais construire un label de ma marque, donc le label X, et je vais dire derrière, ce label X de ma marque, qui est à moi, entreprise, constructeur automobile, il est composé par contre d'un certain nombre d'éléments tout à fait solides. Mes usines sont certifiées ISO 14001, le taux de recyclabilité de mon véhicule est de temps, et en termes d'émissions de CO2, voilà. Et si j'ai ces trois éléments-là, j'apposerai mon label sur le véhicule, et donc le consommateur se dira c'est un label de qualité, et il y attachera de l'intérêt et de l'importance à hauteur de la confiance qu'il a dans la marque. Donc on comprend, premier point, ce que je disais, vraiment de quoi j'ai besoin. Produit, entreprise. Ensuite, pour sélectionner, alors parfois on a peu de choix, si on est vraiment sur un sujet, je vais rester 2 secondes sur l'ISO 14001, de certification ou de donner de la visibilité à la qualité environnementale de mon process, on n'a pas 36 options. C'est-à-dire que là, il y a des cas où le choix est extrêmement limité. L'ISO 14001, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Si on est vraiment dans un choix de démarche d'entreprise, on va se dire, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas l'ISO? Alors, on va nous parler de l'ISO 26000, mais avantage et inconvénient, l'ISO 26000 est un référentiel ISO, c'est un avantage, il est plutôt bien fait. Maintenant, il n'est pas certifiable, même si certains peuvent prétendre délivrer des sortes de labels autour de l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est une norme de déploiement d'une démarche RSE, mais en aucun cas, c'est un label qu'on peut apposer comme l'ISO 14001. Donc, quand on est sur la démarche de l'entreprise, c'est là que la première difficulté se pose. Qui est-ce qui existe? Et justement, pour faire le choix et répondre à ta question, moi, ce que je conseillerais, c'est de regarder la gouvernance du label. De qui est-il issu? Est-ce que c'est un label totalement privé, issu de l'univers de consultants qui en font commerce? Et une fois de plus, il peut être extrêmement solide. Mais ça veut dire que il ne vaut que par le consultant qui l'a monté ou l'agent spécialisé qui l'a monté. Et est-ce que c'est un acteur national, international? Je dirais que c'est peut-être la catégorie peut-être la moins pertinente. Ensuite, est-ce que c'est un label public proposé par une région, par un État, par l'Europe? Alors là, on rentre dans une gouvernance extrêmement solide, peut-être plus contraignante. Ou est-ce que, autre option qui est aussi très intéressante, est-ce que c'est un label qui est issu
d'un ensemble d'entreprises, d'une fédération professionnelle, j'étais le textile, la chimie par exemple, ou des regroupements d'intérêts d'entreprises qui peuvent travailler des PME de telle région par exemple. Et là aussi, ça peut être intéressant parce que ça va distinguer des entreprises dans un écosystème de pairs. Ce sont donc des entreprises de même taille ou de même univers. Et je dirais que, donc concrètement, regardons la gouvernance, la clarté, la transparence et le niveau d'exigence. Est-ce que le cahier des charges est public? Est-ce que tout un chacun qui veut comprendre si l'entreprise, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière le label que porte l'entreprise, est-ce que j'ai accès au cahier des charges? Est-ce que pour obtenir ce label, les critères sont difficiles? Est-ce qu'il suffit de mettre 2 ruches sur son toit avec des abeilles pour dire ça y est, j'ai une démarche développement durable? C'est très sympathique, mais c'est intéressant, c'est un vrai sujet les abeilles, mais enfin bon, pour une démarche développement durable, ça serait un peu court. Est-ce qu'on est certifié? Est-ce que les certificateurs de ce label eux-mêmes ont un cahier des charges et une sorte de comité pour approuver les certificateurs, ou c'est tout un chacun qui peut le faire? Et ensuite, est-ce qu'il y a une sorte de comité scientifique? Donc la gouvernance est un point important, et le porteur. Je dirais que plus on est sur des gouvernances transparentes, solides, avec des critères exigeants, et des porteurs qui peuvent être des fédérations professionnelles ou des autorités publiques, plus on est vers des labels solides. Je ne veux pas dire qualitatif, parce que même un label totalement privé d'une agence de conseil, par exemple, peut être très solide techniquement, mais n'aura pas la même reconnaissance que peut avoir un label d'État ou un label de région ou d'une grande fédération professionnelle. Ok, bah merci beaucoup Sylvain. Alors c'est vrai que quand on t'écoute parler, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de labels, de plein de types différents, avec plein d'objectifs différents. Et c'est vrai que je me posais la question, mais qu'est-ce que tu en penses de l'évolution de ce panorama? Parce que ce n'est pas tellement le cas il y a 5-6 ans où on avait un peu moins de labellisation, mais ça commençait à arriver avec des labels, comme tu l'avais dit, qui se basaient sur le référentiel norme ISO 26000. Exact. Et donc, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce panorama? Alors, c'est une bonne question, hein. D'abord, je pense que l'évolution de ce panorama, elle est liée à une chose, c'est l'évolution de l'intérêt de ces questions de développement durable pour l'ensemble de la population, que ce soit des décideurs politiques, que ce soit la femme et l'homme de la rue, les consommateurs ou les entreprises. On observe vraiment euh, un intérêt, en fait, à hauteur de la conscience qui est montée de la réalité des enjeux auxquels on fait face, qui sont des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux. Alors évidemment, nous, ça fait 30 ans qu'on travaille dessus, mais il y a 20 ans, certains étaient plutôt des gens éclairés, l'avaient vu, mais aujourd'hui, très clairement, il n'est que voir d'ailleurs dans les plus jeunes générations, mais pas que les plus jeunes, en fait, le sujet se déploie partout. On a une pression réglementaire, notamment européenne, extrêmement forte sur ces questions. Donc le sujet du développement durable est devenu un sujet majeur aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Et s'il y a beaucoup d'intérêt, on a vu d'ailleurs, chez PwC, on a publié une étude en mai 2021 sur les attentes des consommateurs vis-à-vis de l'univers de la distribution et de la grande consommation. Donc c'est une étude mondiale. Et il y a 3 choses qui sont sorties très fortement. Alors, c'était juste après, on va dire, le dernier confinement, donc ça prenait en compte le premier, le deuxième, le troisième. Ça montrait que, il y avait une intention dans les d'achats qui repartaient à la hausse, très fortement. 2, ça confirmait quelque chose que tout le monde avait vu, que le commerce digital allait fortement continuer. Mais 3, le troisième enseignement, c'était l'explosion de l'intérêt, on va dire, pour la consommation responsable. Alors évidemment, consommation responsable, on y met beaucoup de choses derrière. Certains y mettent le local, l'environnemental, le sourcing, peu importe. Mais ça, c'était important. Et les consommateurs, des grands enseignements, quand on creusait derrière, était de dire, je suis intéressé, certes, par des produits qui portent des valeurs de durabilité, éventuellement tracées par un label ou pas, mais je m'intéresse aussi à l'entreprise qui fabrique ce produit. C'est-à-dire que quand je fais cette action d'achat, eh bien, il y a à la fois l'entreprise et le produit. Ça veut donc dire que si je suis une entreprise, je vais m'intéresser à 2 choses. Comment je peux expliquer que mon entreprise a une démarche RSE ou une démarche de durabilité solide, de façon simple, parce que si je m'adresse à un public expert, analyste extra-financier, spécialiste, ONG, enfin gens qui ont une expertise en matière de développement durable, je peux avoir un langage technique. Je peux parler d'ISO 26000, je peux parler d'une série de labels, mais si je m'adresse à un public de consommateurs, alors là, il va falloir que je trouve des solutions. Et cette dichotomie, l'entreprise et le produit, les 2 ensemble, qui vont vraiment créer de la valeur en termes de visibilité et de développement des ventes du produit ou du service, fait qu'aujourd'hui, il y a une offre de labels, puisque c'est venu des entreprises à dire mais moi j'ai besoin d'être reconnu. Et on en parlera, je pense, tout à l'heure, parce que les grandes entreprises ont, au-delà du label, un effet d'impact extrêmement fort. Un patron de grande entreprise, un patron du CAC 40 est une personnalité extrêmement publique. Déjà, son expression forte sur ces sujets
au-delà d'un label, permet à l'entreprise d'avoir de la reconnaissance. Une PME, ça va être plus complexe parce que ses dirigeants ne sont pas connus du grand public, en tous les cas beaucoup moins connus. Donc c'est là où, surtout dans le monde des PME et des ETI, a eu ce besoin de reconnaissance. Et donc sont sortis, l'État a apporté des réponses. Dans certains domaines, l'État justement a dit, eh bien, on y reviendra je pense aussi, en matière d'investissement, on va créer des labels. Vous voulez acheter des produits d'investissement responsables, il faut éviter le greenwashing, donc on va créer des labels. La Commission européenne va aussi réguler là-dessus. Mais les entreprises ont dit on veut se faire aussi reconnaître. Donc les fédérations professionnelles, ce que j'évoquais, ils sont arrivés. Donc cette explosion des labels est à la hauteur de l'explosion et du déploiement de l'intérêt général qu'il y a autour de ces questions. D'accord, merci beaucoup. Alors c'est vrai que tu as soulevé un point super important, c'est qu'on a aussi des labels d'État. Donc il y en a beaucoup qui ont été développés ces dernières années. Et c'est vrai que c'est assez étrange parce qu'on l'a vu aussi lors de cette année, on a eu plusieurs rapports qui ont été publiés sur les labels RSE, justement pour voir un peu, pour essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionne cette démarche, parce que comme tu l'as dit, les entreprises ont besoin de reconnaissance sur leur démarche RSE. Et alors, ma question c'est, quelle est la position du régulateur maintenant et comment il va faire sur le marché du label pour éviter d'avoir vraiment un effet de masse et vraiment un effet de jungle dans ce domaine-là? Alors d'abord, il faut revenir au Grenelle de l'environnement, donc 2010 environ. Il est écrit dans les lois, dans les différentes lois Grenelle, que le régulateur encouragera des démarches de labellisation pour pousser la reconnaissance et la transparence et pour éviter que le consommateur, qu'il soit d'ailleurs le consommateur privé, vous, moi, ou l'acheteur entre entreprises, si on est dans un univers B2B, soit perdu par, en gros, pour éviter le greenwashing. On va donc pousser, et dans la loi, on parle de démarches soutenues par l'État, soit sur des labels d'État, soit les fédérations professionnelles sont clairement mentionnées. Donc sont vraiment encouragées. Donc déjà, il y avait une intention. Aujourd'hui, on le voit, il y a un intérêt extrêmement fort du régulateur français et aussi européen sur la partie financière. C'est-à-dire qu'il existe depuis déjà quelques temps deux labels en France au niveau de l'investissement, le label Greenfin et le label ISR, dont s'est développée d'ailleurs la partie immobilière, puisque le label ISR est destiné à labelliser des produits financiers des fonds, qui étaient à l'origine des fonds classiques composés de titres. Aujourd'hui, on s'est intéressé aux fonds composés d'actifs immobiliers, donc on a un label ISR valeur mobilière, un label ISR valeur immobilière, et puis on a le label Greenfin. Les deux labels ISR sont gérés par Bercy, et le label Greenfin est géré par le ministère du Développement durable. Donc là, c'est une volonté vraiment politique, à la fois d'encourager les démarches, parce que dans la volonté du régulateur, il y a aussi « j'encourage les démarches, je vous mets à disposition un outil extrêmement solide de valorisation de ce que vous faites », mais il y a aussi l'autre volonté du régulateur, qui est d'éviter qu'on raconte n'importe quoi aux consommateurs, et que vous alliez chez votre banquier et qui vous promette un produit financier remarquable, dont derrière on n'a pas de solidité, et qu'on ait donc une course à l'échalote de la durabilité assise sur des choses pas extrêmement solides. Donc c'est cette double volonté, j'encourage, mais je cadre. Et donc le régulateur, il est pour l'instant sur le monde financier. Pour le reste, il est là pour dire, moi je soutiendrai des démarches plutôt issues de fédérations professionnelles, mais je pense que le régulateur n'avait pas anticipé cette explosion que tu mentionnes, qui aboutit à une profusion d'offres aujourd'hui. Et ce que l'on voit venir aussi au niveau européen, on voit très très fortement, d'ailleurs, on l'a au niveau européen, on l'a au niveau des États-Unis aussi, qui est en train d'accélérer sur tout ce qui est les réglementations en matière de RSE. On a une volonté de cadrer tant des labels que des référentiels. Les référentiels ne sont pas notre sujet aujourd'hui, mais le régulateur est en train de dire on a eu énormément de développement ces 20 ou 30 dernières années sur des référentiels RSE, sur la labellisation, sur plein de sujets. Aujourd'hui, il est temps de mettre un peu d'ordre. Donc, leurs premiers sujets sont ce qui touche vraiment à l'industrie financière, et deuxièmement, ce qui touche au référentiel. Une fois de plus, je dis, ce n'est pas notre sujet. Donc, on peut imaginer que le régulateur va, dans les années qui viennent, s'intéresser de très près à la labellisation en matière de RSE pour, je dirais, 3 raisons. La première, c'est celle que j'évoquais, encourager. La deuxième que j'évoquais aussi, c'est éviter le bazar autour du greenwashing, parce que tu peux toujours avoir un peu de tentative. Et puis la troisième, c'est essayer de cadrer les choses de façon extrêmement solide, comme ils le font sur les labels financiers, et d'éviter et de faciliter la vie des entreprises qui aujourd'hui nous disent « mais attendez, si je reviens une seconde sur le sujet des référentiels, moi il y a la loi, puis il y a les investisseurs, et puis il y a mes clients, et puis
in fine, je passe mon temps à cocher des cases, à remplir des trucs qui suivent le même objectif, mais il ne pourrait pas y avoir un seul standard ou un nombre de standards limité. Eh bien, c'est pareil, je pense que dans un temps que je ne pourrais pas donner, mais à moyen terme, on va avoir un cadrage par les pouvoirs publics sur les labels RSE qui exigeront plutôt une obligation de moyens, une gouvernance claire, une transparence sur les critères, une exigence sur la certification et une exigence aussi sur la revue régulière des labels parce que les choses évoluent dans le temps. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu de balayage par les pouvoirs publics sur ces labels dans les années à venir. D'accord, très bien. Ok. Et donc, imaginons, là, je suis un dirigeant d'une entreprise, d'une PME ou d'une TPE. J'ai une démarche RSE et je souhaite notamment donc vraiment promouvoir ma démarche, montrer que je fais les choses correctement. En quoi est-ce vraiment utile que je me dirige vers une labellisation? Est-ce qu'il y a vraiment un atout clé à jouer dans une labellisation RSE ou pas? Alors, on peut le regarder sous deux angles. Faut quand même jamais oublier qu'un label, c'est la reconnaissance d'une démarche et un élément de communication pour dire voilà, ma démarche, elle est de qualité, elle est solide, d'ailleurs, elle est labellisée. Mais ça veut dire que si je fais reconnaître une démarche, il faut que j'ai une démarche. Donc je suis un patron de PME, mais aussi de grands groupes. Les premiers atouts d'une démarche RSE, il y en a deux qui sont extrêmement clés si on veut être reconnu sur ces sujets. Le premier, c'est de parler des vrais sujets. C'est-à-dire que je reviens à mes histoires, quand je suis un maniaque des abeilles, alors que j'adore les abeilles et que j'ai des apiculteurs dans ma famille, mais si votre démarche se limite à mettre une ruche ou à planter 3 espèces rares sur le parking de votre société, c'est très bien. Mais de là à dire que vous avez une démarche solide, il faut peut-être être plus pondéré. Donc avant tout, c'est parler des vraies choses, parler des sujets matériels. Une démarche RSE, avant même qu'elle soit labellisée, il faut qu'elle soit crédible. Le label est un des outils de la crédibilité, et je pense qu'il faut le dire à ceux qui nous écoutent. C'est un outil qui peut être puissant selon certains secteurs, peut-être moins dans d'autres, mais ça ne sera jamais aussi puissant que les deux premiers éléments que je vais mentionner. Un, je le cite, c'est ce que ma démarche, elle traite des sujets qui sont pertinents pour mon entreprise. Ça, c'est le premier point. Si vous voulez être crédible, que ce soit d'ailleurs pour vos investisseurs, pour vos salariés, pour vos clients, pour votre écosystème, adressez les vrais sujets. Premier point. Deuxième point, on est toujours sur le patron de PME. L'autre élément, et ça s'applique aussi aux grands groupes, c'est ce que le dirigeant ou la dirigeante d'ailleurs sont prêts, à hauteur de l'ambition qu'ils ont pour cette démarche, mais s'ils cherchent un label, ça veut dire qu'ils ont une ambition assez forte, à porter le sujet, en interne et en externe. Et les entreprises qui arrivent, et là toutes les analyses le montrent, les entreprises qui arrivent à être les plus reconnues sur ces questions-là, c'est toujours avec ces deux éléments. Elles traitent des sujets pertinents, donc elles ne sont pas à côté de la plaque, elles sont sur des sujets pertinents, et le dirigeant est vraiment expressif sur ces questions-là. Il en parle, il explique en interne pourquoi c'est important, il explique en externe pourquoi c'est important. Et ça, je dirais, même sans label, c'est déjà un atout majeur. Une fois qu'on a ça, se dire, j'ai en plus besoin... Alors, le besoin du label, il peut venir de tas de sujets. Ça peut être la volonté du dirigeant de dire, j'ai besoin en plus d'avoir un label. C'est une forme de reconnaissance parmi mes pairs. C'est parfois une question aussi de concurrence. Ok, j'ai une super démarche, mais moi, dans mon univers, ils ont tous le label machin. Est-ce que, et là, il y a une analyse stratégique à faire, est-ce que la crédibilité de ma démarche que j'ai évoquée peut vivre sans le label alors que tous mes concurrents l'ont? Choix stratégique. Je peux l'assumer de dire, eh bien non, moi je vais porter tellement le sujet fort que j'en ai pas besoin, ou au contraire, non, il faut vraiment que j'y passe. Ce peut être vos clients, dans le cadre d'appel d'offres, qui disent, très bien, vous êtes extrêmement solide, mais nous, en tant que clients, on attend que vous ayez tel type de reconnaissance, tel type de label. Ce peut être vos collaborateurs, qui disent, tiens, on a vu, alors... On va parler de Bicorp aussi tout à l'heure, qui est un sujet intéressant. Dire, ben voilà, on a pas mal d'entreprises qui sont certifiées Bicorp. Nous, on serait fiers d'être dans une entreprise qui est certifiée Bicorp. Donc, ça peut venir de tas de sujets, alors que techniquement, l'entreprise pourrait vivre avec ces deux premiers éléments, le sujet porté par le dirigeant et les sujets matériels, mais elle peut avoir envie d'aller plus loin. Et l'autre point du label, si on le prend par l'autre angle, c'est que ça peut aider dans la construction de la démarche. Je disais, il faut avant tout avoir une démarche. Mais quand les labels sont solides, ils ont un cahier des charges qui vous dit, pour être labellisé, voilà tout ce qu'il faut avoir mis en place. Et c'est pas idiot de prendre le cahier des charges du label, quand bien même vous ne voudriez pas viser la labellisation, et ça arrive dans pas mal de cas. Je vais faire un peu d'archéologie pour les plus anciens, mais quand dans le début des années 90, l'ISO 14001 est apparu, beaucoup d'entreprises n'étaient pas encore certifiées ISO 14001, mais pour réfléchir à leur démarche environnementale, prenez
le standard ISO 14001 pour dire qu'est-ce qu'ils attendent, et nous on va structurer nos démarches environnementales là-dessus. On peut utiliser, d'ailleurs l'ISO 26000, je le disais, n'est pas certifiable, mais on peut utiliser l'ISO 26000 pour construire. Mais donc le label peut aussi, par exemple le label ISR ou le label ISR immobilier, sont très utilisés par des acteurs de l'investissement pour intégrer les questions ESG dans la politique de gestion des fonds, dans la politique d'investissement. Et la certification viendra dans un second temps, quand ils s'estimeront prêts ou quand ils estimeront que la demande du marché en termes de labellisation est suffisamment forte. Donc, que retenir de cette longue réponse à ta question ? 1. Ne jamais oublier que la crédibilité d'une démarche, c'est 2 choses, des sujets matériels et un dirigeant engagé. 2. Le label arrive éventuellement en bout de course pour la reconnaissance, mais peut être utile dans la construction de la démarche, si c'est un label qui a un cahier des charges qui est clair et solide. Ok, très bien. Merci Sylvain. Alors, c'est vrai que, imaginons que je suis toujours dans le cadre d'être un dirigeant donc, de PME, TPE, donc j'ai quand même des ressources limitées et des ressources humaines et financières limitées. Et je m'y connais pas vraiment en label RSE. Donc c'est-à-dire que quand je vois tous ces labels RSE, je ne sais pas lequel choisir entre le label B Corp ou le label To My, qui est donc du coup vraiment destiné donc, aux TPE. Comment concrètement je vais pouvoir m'y prendre ? Déjà, le dirigeant de PME qui parfois est... C'est un vrai sujet. Hein. Nous, on travaille énormément pour des PME et des ETI. Et très souvent, que ce soit à moi-même ou à mon associé, que je salue, Émilie, qui doit nous écouter, très souvent, les dirigeants de PME nous disent on a un vrai sujet de reconnaissance. Et on voit honnêtement, en France, on a un tissu de PME, voire de TPE, de PME et d'ETI, dont certaines font des choses extrêmement remarquables avec leurs moyens en matière de RSE. Et avec un vrai sujet qui est comment je me fais reconnaître. Parce qu'ils disent, certains nous ont même dit, on a appelé les grands médias, et on est la PME du coin, et on n'est pas forcément reconnu. On n'a pas d'accès à de la visibilité. Donc ça, c'est une vraie réalité. Donc comment le choisir ? Alors, on en revient à un point. Il y a des fédérations professionnelles. Et aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de fédérations professionnelles sont très actives, ont des commissions RSE. Il y a les chambres de commerce et de l'industrie. Il y a les MEDEF locaux. Et aujourd'hui, c'est un peu quand on a parlé de l'explosion du sujet RSE, dans toutes ces instances locales dans lesquelles les patrons de TPE, PME sont, il y a de quoi identifier, je citais l'industrie textile, il y a des labels de la profession et votre fédération professionnelle peut vous apporter des réponses sur un label. Il y a écouté une masterclass comme celle-là qui vous dit essayez de choisir des labels de fédération parce que finalement des labels d'État, ils sont pour les investisseurs, donc il n'y en a pas pour les entreprises aujourd'hui. Donc les labels de fédération sont plutôt pas mal. Parlez à des collègues qui sont labellisés. Et puis si, par exemple, il y a aussi des instances qui portent les labels qui sont assez intéressantes. On parlait de B Corp. Il y a la communauté des entreprises à mission, qui est un club d'entreprises à mission, qui ne sont pas toutes forcément à mission au sens de la loi Pacte, mais dont beaucoup sont labellisés B Corp. Allez les voir. Ce sont des entrepreneurs comme vous en tant que dirigeant d'entreprise, et ils vous expliqueront à la fois le coût, le bénéfice, les difficultés et tout ce que ça leur a amené. Ils imaginaient que c'était bien, c'est moins bien. Ils imaginaient que c'est bien, c'est encore mieux. Donc, il ne faut pas croire qu'on est seul aujourd'hui. Le grand atout qu'on a par rapport à il y a encore 5 à 10 ans, c'est qu'il y a dans l'écosystème d'un dirigeant, que ce soit dans, je disais, les CCI, les MEDEF locaux, ces fédérations professionnelles, de quoi répondre. Et parmi ses pairs, d'identifier, de se dire, tiens, lui, dans ma région, il a ça, je peux aller en parler. Donc, ils ne sont pas si seuls que ça, en fait. Et peut-être en parler avec BPI France. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvain. Donc là, on va passer vraiment à une partie où on va essayer de répondre, enfin Sylvain va répondre à vos questions. Excusez-moi, je regarde les questions. Tac, tac, tac. Alors, c'est vrai que on voit vraiment qu'on est vraiment dans une jungle de labels. Et on a Ludivine qui nous pose la question, est-ce qu'il y a un site qui regroupe tous les labels existants et où là, on pourrait voir vraiment un peu mieux ce panorama ? Je ne suis pas sûr tous les labels existants. Je sais que l'ADEME a fait des études, sur le sujet, ça c'est très clair. Donc je pense que, je suis même certain que l'ADEME a fait, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est une agence d'État. Donc je pense que par le site de l'ADEME, on doit pouvoir accès à des études sur les labels. Je ne pense pas qu'il y ait un site qui regroupe tout, parce que à une époque, nous avions travaillé avec un opérateur qui voulait informer à peu près tout le monde sur les labels, et on ne cessait d'en découvrir. Je pense que vous, chez BPI France, vous avez fait des études sur ces questions, et on ne cesse d'en découvrir. Donc effectivement, c'est une complexité de trouver où ils sont tous. Donc je dirais l'ADEME,
et en revenir à ce que je disais avant, vous trouverez plus facilement auprès de vos pairs. Et vos pairs peuvent être des catégories d'entreprises. Par exemple, dans l'univers des startups, il y a des tas enfin, je ne vais pas dire de clubs d'entreprise, mais de clubs de dirigeants de start-up qui existent, où on peut aussi parler label, où vous pouvez trouver des choses. Mais aujourd'hui, on est peut-être à des centaines si on cumule les produits. N'oublions pas qu'on a des labels produits, hein, le matelas durable, le robinet durable, la tasse durable, des labels de process, des labels d'entreprise, des labels. Donc c'est extrêmement compliqué de tout trouver. Gardez en tête les critères quand même, hein, cependant. Quelle est la gouvernance du label? Est-ce qu'on a un vrai cahier des charges publiques? Par qui est-il porté? Est-ce que son accès au label est gratuit ou payant? C'est aussi une indication intéressante, ça. Les labels d'État, ce sont des accès gratuits. La certification est évidemment payante et se mettre au niveau d'un label, c'est du boulot, hein. C'est du boulot pour votre entreprise, mais on ne vend pas. Faire commerce d'un label, c'est pas toujours un critère de satisfaction par rapport à un label. Donc gardez ces éléments-là en tête. Je pense, hein, franchement, je réfléchis en même temps parce que c'est une très très bonne question, mais je pense que là on peut trouver le plus d'infos, c'est probablement auprès du site de l'ADEME et de vos fédérations professionnelles, à moins que du coup chez BPI France il y ait quelque chose de particulier. Mais ça je ne sais pas. Pas encore. C'est vraiment des sujets d'actualité, donc forcément on y réfléchit tous. Et je m'étais livré un petit exercice, j'avais commencé un peu à regarder combien il y a à peu près de labels. Alors là, j'en comptais plus de 180 et encore il y en avait tous les jours, il y a de nouveaux labels qui apparaissent, donc ça devient très compliqué de pouvoir tous les répertorier. Donc pour rester un peu dans la même thématique, c'est vrai que tu l'as dit, on l'a dit, il y a beaucoup de labels, mais il y avait, comment ça s'appelle, Lisa, donc a posé la question, mais comment en fait le consommateur va s'y faire pour s'y retrouver? Parce que si même nous professionnels, on n'arrive pas donc à se retrouver dans cette jungle, comment un consommateur peut faire la différence entre un tel label, tu as mentionné le label matelas durable, et un autre label, comment ça peut faire? Alors ce qu'on sait, c'est que le consommateur, et nous tous, hein, même quand on est expert, moi quand je vais acheter un produit, euh, je peux me perdre moi-même. On est très sensible à des choses simples en tant que consommateur. Vous connaissez tous les labels énergétiques, A, B, C, D, E. On sait tous que si c'est A, en plus il y a du vert à côté, puis plus on s'éloigne du A, plus ça devient rouge sombre. Donc ça, on le comprend. On a une forme de labellisation sur l'automobile, par exemple, avec le système des bonus-malus et puis des vignettes critères, qui est une forme d'information. Et on le comprend très vite parce qu'en général, il est associé à un élément financier. Hein, en particulier, voilà, dans l'automobile, plus elle émet du CO2, plus ça va vous coûter cher en termes de malus. Donc pour le consommateur, c'est complexe, et c'est d'autant plus complexe qu'en fait, en matière de RSE, on agrège des dimensions multiples. Pourquoi le consommateur, ça a très bien marché, les labels sur les produits électroménagers? Parce qu'on est sur un label de consommation, donc on a derrière un sujet. La machine à laver que vous achetez, elle consomme plus ou moins. Et ça vous parle, parce que ça veut dire au moins à minima deux choses. La première, ça veut dire que celle qui est classée F ou plus, elle va vous coûter cher en consommation d'énergie. Premier point économique. Deuxième point, ça veut dire qu'elle n'est pas terrible au point de vue environnemental. Et vous n'avez peut-être pas envie des deux. La machine qui est classée A, elle va moins consommer, elle est mieux au niveau environnemental. Donc on est sur un sujet. Mais on le voit, je l'évoquais tout à l'heure, l'exemple dans l'automobile de combiner plusieurs dimensions. C'est assez intéressant de dire derrière un label créé par un constructeur, je vais combiner trois paramètres. Un paramètre recyclabilité, un paramètre climat et un paramètre process de construction. La voiture a été construite avec un process certifié au plan environnemental. Mais là, on est au maximum, je parlais de méta-label, de dire finalement le consommateur, est-ce qu'il va retenir les trois éléments de détail en dessous, ou est-ce qu'il va se dire le label X de ce constructeur me dit que la voiture elle est bien fabriquée, elle ne pollue pas, on va la recycler et je le retiens. L'essai qu'avait tenté le gouvernement à l'époque du Grenelle, un petit peu avant, de l'affichage environnemental était de dire on va donner aux consommateurs une information réelle sur l'impact environnemental d'un produit. Mais on se rend compte que l'impact environnemental d'un produit, c'est pas que le climat. Ça va être l'économie circulaire, ça va être des impacts peut-être sur l'eau, peut-être sur les déchets, sur le climat évidemment. Et donc combiner plusieurs paramètres complexes pour donner une information simple, en fait on n'y est pas vraiment arrivé. Quand même ce qui est en train de se passer aujourd'hui est intéressant, c'est que la conscience générale en matière d'intérêt sur ces sujets n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans et ne sera probablement pas la même dans 10 ans qu'aujourd'hui. Ça veut dire que le consommateur est en train de monter en compétences, d'embarquer à la fois plus d'exigences et plus de compétences et sera peut-être plus prêt à accepter des labels complexes techniquement. Mais aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui se passe ? On comprend tous les choses simples.
Alors, il y a les produits verts, les produits bio. Après, de temps en temps, on lit un article comme quoi les labels ne sont pas si terribles que ça. Mais le consommateur comprend quelque chose de simple. Quelque chose de simple ne veut pas dire quelque chose d'exigeant derrière. Mais quand même, il y a une méfiance de plus en plus, quand on le voyait dans cette enquête. J'ai un produit, et on le voit, hein, les grandes marques aujourd'hui ont un besoin de reconnaissance. Ok, il est labellisé bio, par exemple. Mais est-ce que l'entreprise derrière, elle a ma confiance? Est-ce que, même si ce produit bio que j'achète, c'est quand même l'entreprise X derrière. Ah, j'ai lu ça dans la presse, je n'ai pas très confiance. Donc il y a aussi cet effort qui est à faire. Et on est à un moment où probablement, dans les années qui viennent, peut-être comme je l'évoquais avec un travail de régulateur, on va avoir un peu de nettoyage autour de ces questions. Mais c'est vrai que la situation aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de labels. Et on en revient parfois à des bons sens. Et on le voit dans les produits de consommation. Il y a un truc qui marche très très bien, c'est le local. Alors, le Made in France ou même le Made in à côté de chez moi. Et finalement, en l'absence de confiance sur différents sujets, bio, vert ou n'importe quoi, le consommateur, il va aller avec des trucs qui lui parlent. Ben, c'est fabriqué à côté de chez moi, donc j'ai peut-être confiance. Les poules sont élevées en plein air, donc j'ai peut-être plus confiance dans ces œufs que par rapport à ce qu'on va me dire. Puis en plus, c'est l'éleveur qui est à moins de 50 km de chez moi, voire à moins de 20 km de chez moi. Donc ils reviennent sur des éléments de bon sens et de clarté. Ok, merci beaucoup Sylvain. Donc effectivement sur cette partie un peu sur l'information qu'on peut fournir aux consommateurs, est-ce que pour conclure un peu ça, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de labels aujourd'hui qui seraient susceptibles d'avoir du sens pour la grande consommation, pour vraiment du coup avoir des produits qui soient bien certifiés et qui, avec un cahier des charges qui soit vraiment respecté? Bah, je les ai cités, ils sont parfois challengés, mais d'abord, ils existent depuis longtemps, les labels bio, l'écolabel européen, qui est extrêmement solide. Parfois même, on voit que le fameux label historique, le label rouge, le fameux produit label rouge, est un produit qui a commencé à embarquer des éléments RSE depuis un certain temps. La France a utilisé pas mal le label Made in France. Alors après, il faut voir ce qu'on met, les évolutions autour du label Made in France, parce que le composant fabriqué à l'autre bout du monde est assemblé en France et j'ai le label. Donc on a quelques labels qui sont quand même bien installés aujourd'hui au niveau des consommateurs, le vert, le bio, certains labels locaux qui sont reconnus. On a vu des expériences d'industriels qui avaient développé leur propre label qui ont arrêté. Parce que finalement, ce sont plus des... on voit apparaître aussi les fameux labels, ça, je vais en dire un mot, les fameux labels 100. Alors, je ne sais pas si c'est des labels, mais c'est les produits sans. Les produits sans gluten, la viande sans viande, le foie gras sans foie gras, etc., qui est une forme d'information que l'on va donner. Et en fait, ce qu'il y a derrière, si on reste sur la consommation, ce qu'il y a derrière ça, c'est à la fois un manque de confiance ou un questionnement extrêmement fort des consommateurs sur ce qu'il y a dans le produit, son origine et comment il est fabriqué. Et donc, finalement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a des labels qui répondent à tout ça? Partiellement, en fait. Parce que les questions sont extrêmement larges. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est la composition. Est-ce que je peux la comprendre? Donc on va me donner une information technique, légale, qui est le détail de la composition du produit. Mais on va aussi me donner une information consommateur. Il n'y a pas ça dedans. Donc je vais lire dans la fiche technique qu'il n'y a pas de gluten, mais ça va être écrit en gros dessus, sans gluten, ou sans huile de palme, ou etc. Fabriqué, on va me dire, par exemple, c'est sans ça, et puis ça a été fabriqué en France avec des matières premières françaises. Je le peux aussi le trouver dans la fiche technique, mais on va me le dire très clairement sur l'emballage. Donc c'est une nouvelle forme qui dépasse la labellisation, qui est une forme de communication produit très percutante sur des sujets clés pour les consommateurs. Et c'est plutôt ça qu'on voit apparaître en ce moment. D'accord, très bien. Merci Sylvain. Pour finir, une dernière question pour le public. Alors on a Michel justement qui dit effectivement trop de labels tue le label. C'est vraiment ça. Et il est quand même difficile d'élaborer un peu son propre label. Donc du coup, comment faire pour élaborer son label pour qu'il soit simple, compréhensif et qu'il soit quand même reconnu par des instances? Alors je ne sais pas si on peut conseiller à une entreprise d'élaborer son propre label, parce qu'elle sera toujours, et malgré tout ce qu'elle peut mettre comme sincérité, c'est son propre label. On l'a vu, hein, pour l'instant, alors je ne suis pas omniscient, hein, mais globalement sur les grands labels lancés par des gens dans l'électronique, des gens dans l'alimentaire, etc., ils se sont tous cassés la gueule. Ils sont tous cassés la gueule parce que finalement le consommateur, à un moment, il se dit j'achète un téléviseur de la marque A, labellisé durabilité pour faire simple, par la marque A. Bon, peut-être, mais c'est pas ça que je cherche. Donc,
c'est plutôt ce qui a été poussé, en particulier dans l'électronique, c'est par exemple une norme que tout le monde connaît, qu'on a peut-être oubliée, mais qui était la norme Energy Star pour les écrans. Bah, finalement, est-ce que les fabricants d'écrans allaient lancer chacun leur label? Ils se sont dit finalement ça n'a pas de sens. Donc on va créer au niveau de la profession, au niveau de l'industrie des écrans, un label sur les consommations d'énergie avec des standards, et puis on va porter. Donc moi je ne recommanderais pas de créer son propre label. J'en reviens quand même au sujet, ce qui est à la main de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse, qui est de dire quand même avant tout, pour avoir un label et pour être crédible, je dois avoir ma démarche. On en revient à ce que j'évoquais. Donc ce qui compte d'abord, c'est de voir sa démarche et de voir comment et par quel canal j'ai besoin de la faire reconnaître. Et c'est à ce moment-là qu'on se posera la question du label. Et on en reviendra toujours aux mêmes choses, en allant en priorité dans mon écosystème professionnel, dans ma fédération. Peut-être un jour, sur les produits, on a beaucoup plus de... Alors, un dernier point, on a beaucoup plus de richesse sur les produits que sur les démarches. C'est-à-dire que faire labelliser une entreprise pour ses qualités de démarche RSE, on est assez court aujourd'hui. Alors que sur les produits, on a des labels ou des certifications sur les process. Je parlais des normes ISO sur la sécurité, sur les consommations d'énergie, sur l'environnement par exemple. Mais sur les produits, alors là, c'est là où on en a le plus. Entre le bio, le vert, le local, etc. On a des tas de trucs, le matelas durable. Enfin, je ne sais pas si c'est un label, mais je citais ça comme exemple. Donc, on a une plus grande richesse, mais moi, je ne conseillerais vraiment pas à une entreprise de développer son propre label. Je la conseillerais plutôt, si ça n'existe pas, d'être moteur dans son écosystème professionnel, sa fédération ou sa région pour développer un label qui serait commun à plusieurs acteurs. On est plus fort à plusieurs que j'ai raison tout seul dans mon coin, j'ai mon propre label, ça ne marchera pas. Ok, très bien. Merci beaucoup Sylvain en tout cas pour ton expertise et d'être venu en tout cas la partager avec nous aujourd'hui. On a encore une question d'après ce qu'on dit. Excusez-moi. Hop. Ah oui, pardon. Alors, on a Alain qui nous pose la question, pour une dernière question. Est-ce que déclarer une raison d'être avec les engagements correspondants ne serait pas la bonne porte d'entrée avant le label ? Merci Alain pour cette super question. Effectivement, ça rejoint ce que je disais. On n'est jamais si fort sur son sujet que si on a une vraie démarche avec un engagement des dirigeants. Et une forme d'engagement extrêmement forte, aujourd'hui, passe par affirmer son engagement au travers d'une raison d'être, qui n'est pas un slogan marketing, alors qu'il peut l'être, mais qui ne l'est pas. Et je pense que ce à quoi Alain fait allusion, c'est de dire, pensez au dispositif de la loi Pacte, où il y en a deux, en tous les cas optionnels, qui sont premièrement d'inscrire la raison d'être dans les statuts de l'entreprise et deuxièmement d'aller vers le statut d'entreprise à mission. Et effectivement, merci Alain, ça nous permet de parler 2 minutes de ce sujet. Le statut d'entreprise à mission n'est pas en soi un label, mais en tous les cas, en termes de reconnaissance, est une extrêmement forte reconnaissance aujourd'hui. Et je parlais tout à l'heure d'ailleurs, je l'avais quand même évoqué quand on parlait de Bicorp, de la communauté des entreprises à mission, qu'un entrepreneur peut aller contacter pour réfléchir et comprendre quels sont les enjeux. Ce qu'on peut dire par là, c'est alors devenir une entreprise à mission, c'est pas avoir une raison d'être qui est un slogan, c'est bien l'objet social de l'entreprise qui devient la raison d'être. Donc il faut vraiment peser concrètement les mots, les choix stratégiques, puisque l'entreprise devient vraiment son objet et de réaliser sa mission et d'avoir toute la gouvernance prévue par la loi qui va avec, le comité de mission, les objectifs, l'information et l'audit externe sur ces différents sujets. Mais effectivement, on trouve d'ailleurs, c'est à la portée aussi des TPE et des PME, parce que si vous regardez l'association ou la communauté des entreprises à mission, il y a beaucoup plus de TPE, PME, voire quelques ETI, que de grands groupes encore aujourd'hui, parce que pour un grand groupe multi-activités, multi-pays, c'est quand même un sacré gros sujet. On le sait, il y a quelques très grands groupes, on pense à Danone, on pense à Yves Rocher, qui sont devenus des entreprises à mission, mais embarquer tout ça, c'est un gros boulot. Donc je pense qu'effectivement, ce n'est pas un label au sens propre, mais si on en revient à l'objet du label, qui est avoir de la reconnaissance, c'est un excellent moyen, alors très exigeant et très engageant, mais du coup, si on en revient à ce qu'on disait au début, c'est exigeant et engageant, donc la reconnaissance est à hauteur de l'effort qui sera fait. Très bien, merci beaucoup Sylvain, c'est un super mot de fin. Donc merci à tous pour votre participation et d'avoir visionné cette masterclass. Merci beaucoup Sylvain d'être venu et je vous souhaite à tous un excellent big. Au revoir.